Donc aujourd'hui, on va attaquer le dernier chapitre sur les méthodes itératives de résolution des systèmes linéaires. Bon, comme c'est la dernière semaine de cours avant les vacances, donc on fera le TD concernant ce chapitre, on le fera après les vacances, quoi, la semaine après les vacances. De toute façon, j'ai demandé à ce que votre contrôle soit programmé à la fin, vraiment de, de février. Je ne sais pas quelles sont les dates, je crois. C'est le plus tard possible, quoi. Comme ça, on a le temps de faire le TD sur ce chapitre. Donc, je vous enverrai la série de TD cette semaine. Voilà. Donc, alors, on va regarder le cours sur ces méthodes itératives. Sur le PDF, le dernier PDF que je vous ai envoyé hier, donc que je vais essayer de partager avec vous. Attendez, ici, il y a quoi comme... C'est juste le bon. Ok. Alors, présentation. Une fenêtre. Voilà. Voilà, donc on va décrire le problème. Donc, le cadre général, c'est le problème consiste à essayer de résoudre une équation de la forme AX égale B, où A est une matrice carrée d'ordre n. Bon, un coefficient réel, c'est ce qui nous intéresse en général dans les problèmes rencontrés. On cherche une matrice à coefficient réel, donc carré d'ordre n. X, le vecteur inconnu, donc un vecteur de Rn. Et B, le vecteur second membre, qui est donné, donc aussi un vecteur de Rn. Donc, on a vu que les méthodes directes, à savoir l'élimination du pivot de Gauss ou bien les décompositions LU, donc donner la solution, donner une méthode pour trouver la solution X avec un certain nombre d'opérations mais ce nombre d'opérations peut être très très élevé lorsque la taille du système, c'est-à-dire la taille de la matrice A, est élevée, lorsque n est grand. Et évidemment, plus on fait de calculs, plus le nombre d'opérations est élevé, plus le risque d'erreur est grand. Donc ces méthodes directes sont bien pratiques, mais lorsque n n'est pas grand, lorsqu'on a un système, je ne sais pas moi, au maximum d'ordre 5, enfin, je ne sais pas, mais bon, vous voyez bien que plus on fait de calculs, plus il y a les risques de faire des erreurs. Donc, d'où l'idée de penser à ces méthodes itératives, ce qu'on appelle les méthodes. Donc, ce qui fait les méthodes directes donnent le résultat X, mais à condition, le résultat est exact s'il n'y a aucune erreur de calcul. Mais bon, en général, la moindre petite erreur nous donne une valeur très différente de la solution exacte. Bon, cette page, ça ne nous intéresse pas. Je ne parle pas de cette page parce qu'on ne va pas s'intéresser à l'algorithme de Newton. Alors, l'idée, c'est ça, des méthodes, enfin, le principe général des méthodes itératives. On va en voir deux, mais il y en a plusieurs. Mais le principe, c'est qu'on construit, pour trouver le vecteur solution X, on construit une suite de vecteurs XK qui tend vers la solution exacte, X bar du système, lorsque K tend vers l'infini. C'est ça le principe d'itération.
Donc, le point de départ, on part d'un vecteur x0, une approximation de x bar. Bon, par exemple, si on veut travailler sur un exemple déjà avec n pas trop grand, où on a déjà trouvé la solution exacte par l'une des méthodes directes, on prend x0, une valeur proche de cette solution x bar. Mais sinon, on prend n'importe quelle valeur x0, un vecteur n'importe lequel, et on construit la suite xk de manière... enfin, ça va être une suite récurrente. Alors, pour la construction de cette suite xk, on prend la matrice A et on va la décomposer en une partie qui est facilement inversible, c'est-à-dire qu'on décompose la matrice A sous la forme d'une différence, une matrice M moins une matrice N, où M est une matrice qui est facile à inverser. D'accord? Bon, vous savez, les matrices les plus simples à inverser sont les matrices diagonales. Après, en second lieu, viennent les matrices triangulaires. Donc, bon, peu importe pour l'instant le choix de M, mais on explique le principe. Donc, on décompose A comme suit, donc M moins N, où N est une matrice facilement inversible, ce qui fait que notre système AX égale B, donc il s'écrit, donc en remplaçant A par M moins N et en passant la partie où il y a N de l'autre côté, donc il s'écrit sous la forme MX, donc avec M une matrice facilement inversible, égale NX plus notre vecteur B second membre. Alors, comment on construit donc cette suite? Eh bien, par la relation de récurrence suivante. Donc, x0 est déjà donné. Donc, et la relation de récurrence, c'est donc mxk plus 1 égale nxk plus b, ou alors, puisqu'on a dit que m, on choisit que m est inversible, donc pour trouver le xk plus 1 ici, il suffit de multiplier par m moins 1 cette égalité. Donc, on va trouver xk plus 1 égale à m-1, la matrice m-1 fois n fois xk plus m-1 b. D'accord? Donc, on trouve, donc ceci, ça définit une suite récurrente. Donc, le premier terme est donné, donc x0, le premier vecteur x0. Donc, pour calculer x1, on le multiplie par m-1n et on lui ajoute m-1b et ainsi de suite x2 à partir de x1. Voilà. Donc, la suite xk ici est parfaitement, c'est une suite récurrente parfaitement déterminée. Il faut donner le premier x0, premier terme, et ensuite cette relation permet de définir xk. Maintenant, il va falloir se dire... Oui, alors pour faciliter la notation, voilà, on pose cette m-1n égale c. Donc on pose c, la matrice qui est le produit de m-1 fois n, et d, le vecteur b multiplié à gauche par la matrice m-1. Donc, nous avons à étudier la suite récurrente définie par x0, premier vecteur donné, et xk plus 1, c'est égal à cxk plus d. Donc, en fait, la fonction qui permet d'obtenir le terme xk plus 1 en fonction du précédent, c'est une simple fonction linéaire ici. D'accord? On multiplie par c, qui est une matrice donnée, donc on connaît les coefficients, mais d c'est constant, donc c'est une simple fonction linéaire. Vous savez que tout ce qui est linéaire, c'est très régulier comme fonction, c'est infini, c'est tout ce qu'on veut, c'est très gentil, quoi. Et en fait, on cherche x bar, donc la solution, ça sera le point fixe de la fonction linéaire qui à x associe cx plus d. Donc cette fonction, je répète, elle est c infinie puisqu'elle est linéaire. Et rappelez-vous le théorème du point fixe de Picard pour les fonctions numériques déjà. Ici, c'est une fonction vectorielle, d'accord? Le vecteur la variable, c'est un vecteur x de Rn et on lui associe. Si cette fonction qui a x associée cx plus d, elle va de Rn dans Rn, d'accord? Mais le principe du point fixe est le même. Donc, on connaît déjà le théorème du point fixe pour une fonction numérique. Si la fonction est c infini, et si elle est contractante, rappelez-vous ce que c'est qu'une fonction contractante,
C'est une fonction lipschitzienne avec un rapport, le rapport K est strictement compris entre 0 et 1. C'est-à-dire pour tout x, y, bon, là je rappelle le théorème de Picard pour une fonction numérique. Donc pour tout nombre réel x et y, on doit avoir valeur absolue de f de x moins f de y inférieure ou égale à k fois valeur absolue de x moins y, avec k un nombre strictement compris entre 0 et 1. Quand on dit lipschitzienne, k doit être juste positif. Et contractante, il faut que ce facteur de contraction, le rapport de Lipschitz, soit plus petit que 1. À ce moment-là, on dit que c'est contractant. Donc ici, on doit démontrer, pour espérer montrer l'existence, et on sait dans ce cas-là qu'il existe un unique point qui vérifie x égale f de x, c'est-à-dire le point fixe. C'est ça le théorème du point fixe. Donc là, notre fonction ici, on a dit elle est linéaire, déjà c'est infini, il faut vérifier, enfin montrer qu'elle est contractante pour trouver le point fixe qui est dans le théorème classique du point fixe exactement la limite qui prouve que c'est de la suite xk définie comme ça, par xk plus 1 égale f de xk, x0 donné, converge vers le point fixe de la fonction. Donc, on va étudier sous quelles conditions cette suite vectorielle va-t-elle converger et est-ce que cela dépend de la matrice C ou du vecteur D. Bon, je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos, là, il y a un peu on vous rappelle un peu d'algèbre, enfin, un complément de cours sur les matrices, et ce qui nous intéresse, donc un peu les normes matricielles. Bon, je vais survoler, donc brièvement. Donc, on note Mn de C, donc l'ensemble, l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n à coefficient dans C. On parle plus généralement maintenant, même si nous, on s'intéresse à Mn de R, mais bon, en général, on prend les matrices à coefficient complexe. Donc, ce qu'on appelle une norme sur cet espace vectoriel, c'est une application donc, de Mn de C dans R+, qui a toute matrice A associée à un nombre réel positif que l'on note A entre double barre, norme, et qui vérifie les propriétés suivantes. Donc pour toute matrice A et B de Mn de C et tout scalaire lambda, donc on rappelle les propriétés d'une norme en général, même d'une norme sur la vectorielle, d'accord, pas forcément de matrice, mais ici c'est pareil en généraliste puisque Mn de C aussi c'est un espace vectoriel. Donc, il y a ce qu'on appelle la propriété de séparation, c'est-à-dire que la norme d'une matrice A est nulle si et seulement si la matrice est nulle. Ensuite, l'homogénéité, c'est-à-dire que la norme de lambda fois A, où lambda est un scalaire, un nombre complexe, et A une matrice, c'est égal au module de lambda fois la norme de A. Ensuite, la l'inégalité triangulaire. Donc, pour tout couple de matrices A et B, la norme de la somme plus B est inférieure ou égale à la somme des normes. Et pour que ça soit une norme matricielle, ce qu'on appelle, on doit avoir un quatrième axiome, quatrième propriété que doit vérifier cette application, donc celle-ci, c'est que la norme du produit matriciel AB doit être inférieure ou égale au produit des normes des matrices, donc norme de A fois norme de B. Alors, une telle application, donc de Mn de C dans R+, qui vérifie ces quatre axiomes, est ce qu'on appelle une norme matricielle. En fait, justement, ce qu'on ajoute comme propriété en plus pour les normes vectorielles, c'est juste cette dernière condition qui est la compatibilité avec la multiplication de matrices, tout simplement. Alors, comme des exemples, ce qu'on appelle la norme de Frobenius, c'est que pour toute matrice carrée d'ordre n, on pose norme de A indice F, pour référence à Frobenius, c'est la somme c'est la racine carrée de la somme pour i variant de A à n, de la somme pour j variant de A à n des AIJ. Et ça représente la trace de la matrice du produit matriciel transposé de A fois A.
Je rappelle que la transposée d'une matrice, c'est tout simplement la matrice A dans laquelle on a changé ligne en colonne. D'accord? La ième ligne devient la ième colonne. Ce qui revient, en fait, bon, matrice est carrée, vous avez la diagonale, transposer une matrice, ça revient juste. C'est comme si vous pliez votre matrice suivant la diagonale, le triangle supérieur, vous le rabattez sur le triangle inférieur devient un triangle supérieur. C'est ce qui revient à changer ligne en colonne. Voilà, donc il n'y a pas que ça comme exemple de norme matricielle. On va définir ce que c'est que norme induite ou subordonnée. Donc, si on a pour toute norme vectorielle sur Cn, donc vous en connaissez au moins 3, vous connaissez la norme euclidienne, la norme infinie et la norme qu'on appelle norme 1, qui est la somme des valeurs des modules des coordonnées du vecteur. Il y en a d'autres. Mais pour vous dire qu'il y en a plusieurs quand on parle de soit norme V, une norme vectorielle sur Cn. Alors, pour toute matrice A, on pose norme de A égale, donc on prend les rapports norme de A fois X, donc on prend le vecteur, on le multiplie par A, donc ça donne un autre vecteur de Cn, on prend sa norme vectorielle et on divise par la norme vectorielle de X, évidemment on s'assure que X n'est pas un vecteur nul. Donc, on fait ça pour tous les vecteurs de Cn et on va prendre le max de tous ces rapports, qui sont des réels positifs, bien sûr. D'accord? Donc, ce qu'on appelle norme matricielle induite par cette norme vectorielle ou subordonnée à cette norme vectorielle, c'est l'application qui consiste à la matrice A, donc prendre pour multiplier cette matrice par tous les vecteurs de Cn non nuls et faire le rapport de la norme de AX par norme de X et prendre le maximum. Ça s'appelle, vous pouvez vérifier à titre d'exercice que ça satisfait les 4 actions d'une norme et comme elle est définie à partir de cette norme vectorielle, on dit qu'elle est induite ou bien subordonnée à cette norme vectorielle. Donc, exemple, vous connaissez la norme infinie sur Cn. C'est celle qui consiste à prendre prendre les modules des composantes du vecteur x et prendre le maximum, la plus grande valeur. Ça définit une norme qu'on note la norme infinie. Alors, elle induit, à partir donc de cette norme vectorielle sur Cn, il lui correspond une norme matricielle induite qui est définie. Enfin, lorsqu'on fait le calcul, donc cette définition-là, on obtient, bien sûr, là, on a pris compte du produit à x, etc. On obtient que la norme infinie subordonnée à la norme infinie matricielle subordonnée à la norme infinie vectorielle, c'est tout simplement, on prend la somme. Alors ici, on prend I est fixé dans cette somme, d'accord? Donc ça veut dire on prend pour chaque ligne de la matrice tous les coefficients d'une ligne, on prend les modules, leur somme, la somme des modules, des éléments, des coefficients de chaque ligne, et on prend la plus grande valeur, d'accord? Donc c'est la plus grande somme des coefficients d'une ligne, de chaque ligne, en module. C'est la norme infinie. Alors, autre définition, on dit qu'une norme matricielle est compatible avec une norme vectorielle V si pour tout vecteur x, eh bien, la norme du vecteur AX, la norme vectorielle de AX, est inférieure ou égale à la norme matricielle de A fois la norme vectorielle de X. À ce moment-là, on dit qu'elle est compatible avec cette norme vectorielle. Alors, un résultat important, c'est que pour toute norme matricielle, il existe une norme vectorielle avec laquelle elle est compatible. Et c'est facile à démontrer, il suffit de définir la norme du vecteur x
D'accord, la norme vectorielle. Alors, ici, qu'est-ce que ça veut dire? On part d'une norme matricielle, d'accord, donnée, et il s'agit de chercher s'il existe une norme vectorielle qui lui est compatible, avec laquelle elle est compatible. Eh bien, pour ça, comment on va définir cette norme vectorielle? Bon, on la définit ici. Ici, c'est la norme matricielle donnée. Mais de quelle matrice? À partir du vecteur x, on définit une matrice carrée d'ordre n qui, telle que sa première colonne, c'est le vecteur xk, et le reste des zéros. Ben ça, sa norme, la norme donnée, on vérifie facilement qu'elle vérifie cette condition. Et donc, à toute norme matricielle, il existe une matrice, une norme vectorielle avec laquelle elle est compatible. Elle est tout simplement définie comme ça. Et on vérifie aussi que toute norme matricielle induite est compatible avec sa norme vectorielle, c'est-à-dire que ça, que cette norme matricielle définie comme ça, subordonnée à cette norme vectorielle, est compatible avec cette norme vectorielle. C'est facile. Voilà. Alors, autre définition qu'on va utiliser, pour toute matrice carrée d'ordre n, on appelle rayon spectral de la matrice le nombre réel qui est la plus grande, le plus grand module des valeurs propres de A. C'est-à-dire on prend toutes les valeurs propres de A, on calcule leur module, et la plus grande valeur de ce module, on l'appellera un rayon spectral de la matrice. Alors, première remarque, c'est que ce nombre, rayon spectral de A, bon, qui est bien sûr un nombre positif réel, mais ce n'est pas l'application qui a A associé. Rho A n'est pas une norme. Mais on peut comparer toute norme matricielle à ce rayon spectral. On montre que pour toute norme matricielle, pour toute matrice A, le rayon spectral de A est toujours plus petit ou égal à la norme de A. Bon, ici, il s'agit pas on n'est pas dans un cours d'algèbre, il ne s'agit pas de voir les démonstrations de ça, mais de retenir, de comprendre ces propriétés, parce qu'on va s'en servir, et de les retenir. Alors, autre propriété, c'est que pour toute matrice A et pour tout nombre epsilon positif, on peut trouver une norme matricielle induite telle que donc, cette norme induite de A est supérieure ou égale au rayon spectral de A et inférieure ou égale au rayon spectral de A plus epsilon. Ce qui veut dire que pour toute, enfin si on veut, pour toute matrice A, on peut toujours trouver une norme matricielle induite, donc ici, qui est telle que, si vous voulez, cette norme matricielle soit le plus proche possible du rayon spectral de la matrice. C'est ce que ça signifie, cette propriété. Pour toute matrice A, on peut trouver une norme matricielle telle que la norme de cette matrice A donnée soit très proche. Vous voyez bien qu'ici, si vous faites la différence de norme enfin, la différence entre le rayon spectral et A est plus ou moins epsilon. Alors, on revient donc à la convergence de la suite vectorielle xk, qui, on veut la faire, dont on cherche à montrer qu'elle va converger vers la solution de notre système AX égale B. Alors, on a un premier résultat, c'est que pour toute matrice C, scalaire, toute matrice carrée ordre n, il existe une norme matricielle induite telle que la norme de C est strictement plus petite que 1. Enfin, théorème dit que s'il existe, étant donné une matrice C, s'il existe une norme matricielle induite telle que la norme de C est strictement inférieure à 1, alors l'équation x égale cx plus d admet une solution unique x bar. Et la suite xk, donc définie comme ça, par récurrence,
converge vers cette solution, vers ce point fixe donc, de cette équation, de cette fonction cx plus d, quel que soit le point de départ, quel que soit le x0 donné, le vecteur donné de départ. Donc, en fin de compte, pour revenir à notre problème, qui est la recherche le calcul d'une solution de AX égale B, A est une matrice carrée d'ordre n et B un vecteur de n vecteurs et X le n vecteur inconnu. Alors, la méthode itérative consiste à construire donc une suite vectorielle, donc xk, définie par cette relation de récurrence, où C, vous avez vu, c'est une matrice obtenue à partir de votre matrice A de départ. Rappelez-vous, on décomposait A en m-n, où m est facilement inversible, et C, c'était m-1 fois n, d'accord, et D, c'était m-1 fois le vecteur B. Alors, si on trouve, s'il existe une norme matricielle induite telle que la norme de notre matrice est plus petite que 1, alors notre suite xk va donc converger vers le point fixe de cette fonction, la solution de cette équation, c'est-à-dire le point fixe de l'application qui a x associé si x plus d. Donc, existence. Donc, vous voyez que l'existence de la solution dépend de s'il existe une norme matricielle. Excusez-moi, là, je vais m'arrêter une seconde et j'arrive. Voilà. Parce que j'ai fait mes lunettes. Alors, existence de la solution. Donc, on l'a dit, d'après le programme précédent, pour qu'il existe une solution du système, il suffit de trouver une norme matricielle qui vérifie ceci. On a déjà vu que pour toute norme matricielle, elle est supérieure ou égale au rayon spectral de la matrice. Donc, puisque par définition du rayon spectral, on a dit c'est la plus grande valeur de ça. Ça c'est pas norme, c'est module. D'accord? Toutes les valeurs propres de la matrice C, leur module est toujours inférieur ou égal au rayon spectral, puisque le rayon spectral, par définition, c'est le maximum de ces valeurs. Donc ici, cette condition entraîne que toute valeur propre de la matrice C, son module est strictement plus petit que 1. Donc ici, il y a une erreur, ce n'est pas norme, mais lambda, c'est un nombre complexe, donc c'est son module. Alors, si toute valeur propre de lambda est strictement inférieure à 1, ça veut dire que lambda, ça veut dire que notre matrice C ne peut pas avoir 1 comme valeur propre, ce qui veut dire que la matrice I moins C est inversible. Rappelez-vous une valeur lambda les valeurs propres sont les racines du polynôme caractéristique de la matrice, c'est-à-dire qui est le déterminant de A, ici c'est la matrice qui nous intéresse, c'est le déterminant de lambda, de C moins lambda fois l'identité. Alors si lambda, ici pour lambda égale 1, ça veut dire déterminant de C moins I égale à 0, si vous voulez là. Si 1 est valeur propre, ça veut dire que le déterminant de A
de C moins I est égal à 0. Mais là, puisque toutes les valeurs propres sont de modules strictement plus petits que 1, c'est-à-dire que 1 n'est pas valeur propre de C, donc la matrice, le déterminant de C moins I ou I moins C est différent de 0, c'est-à-dire que la matrice I moins C est inversible. Donc voilà, c'est donc le théorème. On récapitule les résultats du théorème. Donc s'il existe une norme matricielle telle que norme de C strictement plus petit que 1, ceci signifie, enfin entraîne que la matrice I-C est inversible. Et dans ce cas, il existe une unique solution de l'équation x égale cx plus d. Et cette solution, c'est la solution du système de départ à x égale b. Et on appelle x bar cette solution. Alors, on va étudier la condition de convergence, donc de convergence de la solution, de la suite vers la solution. Alors, on va poser EK, donc l'erreur EK, c'est la différence entre le vecteur XK, le kème terme de la suite, si vous voulez, moins X bar, qui est la solution exacte. Donc, si vous voulez, l'erreur à la kème étape d'itération, c'est la différence entre la valeur exacte et le kème terme de la suite xk qu'on espère faire converger vers x bar. Donc, on note EK égale xk moins x bar. Donc, on va exprimer. Bon, là, je vais aller à la page suivante. Voilà. Donc, si je prends EK-1, donc c'est XK-1 moins X bar, je les multiplie par C, donc ça me donne ici à droite, puisque c'est ici la multiplication par une matrice, c'est linéaire là, donc ça fait C multiplié par le vecteur XK moins C multiplié par le vecteur X bar. Or, par définition de X bar, c'est la solution de l'équation X égale Cx plus D, donc ça veut dire qu'ici, Cx bar, c'est égal à x bar moins d. Donc, moins c fois x bar, c'est d moins x bar. D'accord? Donc, ici, parce que x bar, c'est la solution de x égale cx plus d. Donc, ça nous donne que moins c de x bar, c'est d moins x bar. Et donc, ici, si je mets... Alors, attendez, 2c, EK, c'est EK. Donc, EK. Alors, pourquoi ici j'ai... EK. Alors, comment on dit? Alors, EK c'est XK moins X bar. EK. Bon, c'est tout évident, mais je ne vois plus. Attendez. C'est EK moins 1, il est là. Alors, pourquoi ici j'ai... Vous le voyez peut-être, mais moi je ne le vois plus. Pourquoi ici j'ai EK? Ah oui, oui. Rappelez-vous la définition de la suite. Comme on obtient xk en fonction de xk moins 1, xk c'est égal à ceci. C'est c fois xk moins 1 plus d. Donc tout ceci, c fois xk moins 1 plus d, c'est xk. Donc j'ai ici xk moins x bar. Mais xk moins x bar, c'est ek. Égale donc c fois ek moins 1. D'accord? Donc, on a trouvé la relation entre ces différentes erreurs. C'est que l'erreur EK à la kème étape, ça revient à multiplier l'erreur à l'étape K-1 par la matrice C. Et donc là, si on remplace de proche en proche, donc EK-1 en fonction de EK-2, etc., jusqu'à
E0, on va obtenir EK en fonction de E0. Donc, EK, c'est C puissance K. Donc, c'est la matrice C puissance K fois E0. OK. Donc, si on calcule, donc on considère, si on considère la norme matricielle induite et sa norme vectorielle V, donc on va évaluer ici la norme de cette, on va prendre les normes dans cette égalité. Donc la norme du vecteur EK, donc ça va être la norme de ce vecteur CK fois E0, mais puisque la norme induite est induite par cette norme V, donc le truc de compatibilité. Ce que ça veut dire induite, c'est que la norme du produit de CK fois E0 est inférieure ou égale à la norme matricielle de CK fois la norme vectorielle de E0. Voilà. D'accord? Voilà. Donc, or, rappelez-vous que le théorème, on est dans le cas, dans l'hypothèse du théorème, c'est-à-dire qu'il existe une norme matricielle telle que la norme de C est strictement plus petite que 1. Donc, ce terme norme de C à la puissance K, c'est une suite géométrique de raisons strictement plus petites que 1. Et on sait qu'elle converge vers 0. D'accord? Autrement dit, ici, cette suite norme vectorielle de EK aussi converge vers 0. Ce qui veut dire, rappelez-vous que EK, c'est la différence xk moins x bar, donc ça veut dire que la suite xk tend vers le vecteur x bar. Voilà. Alors, maintenant, connaissant la matrice C, comment savoir si la suite va converger? Voilà, donc on a le théorème suivant qui nous dit que les propositions suivantes sont équivalentes. Donc, C est une matrice convergente, c'est-à-dire la suite C puissance K tend vers 0. Le rayon spectral de la matrice C est strictement plus petit que 1. Il existe une norme matricielle induite telle que la norme de C est strictement plus petite que 1. Donc, encore une fois, ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'utilisation des résultats et non pas ces démonstrations théoriques. Parce que l'objet de ce chapitre, c'est de vous familiariser avec ces méthodes itératives de résolution de systèmes et savoir les appliquer. Donc, voilà. On a donc une caractérisation des matrices C qui font que la suite XK converge vers la solution. Ça nous donne l'existence de la solution. C'est que, donc, on a vu, c'est que CK donc, tend vers 0, ce qui veut dire ce qu'on a dit que la matrice est convergente. Ceci équivaut au rayon spectral de la matrice C inférieur à 1, encore équivalent à l'existence d'une norme matricielle induite, telle que la norme de C strictement plus petite que 1. Alors, on a le théorème suivant. Si A est une matrice symétrique définie positive, donc j'espère que vous avez regardé le rappel et complément sur les matrices. Donc, rappelez-vous ce qu'on appelle, je dis brièvement, une matrice symétrique. Donc, d'abord, c'est une matrice carrée telle que la transposée de A égale A. Ce qui est logique, donc schématiquement, vous avez votre matrice carrée, donc c'est un espèce de carré, vous avez la diagonale principale. Dire qu'elle est symétrique, ça veut dire, rappelez-vous la symétrie dans le plan, c'est que si vous pliez votre matrice suivant la diagonale, eh bien tout coïncide. Et ça revient, comme je vous ai dit, dire que la transposée de A, c'est égal à A. Si vous permutez les triangles supérieurs et inférieurs, ça ne change pas la matrice parce qu'il y a symétrie. Alors, définie positive, ça signifie que ces valeurs propres sont positives, strictement positives, c'est une définie positive. Donc, si on a une matrice symétrique définie positive, que l'on peut écrire sous la forme M-N, donc M est une matrice inversible, et si la matrice M plus transposée de N est définie positive aussi, donc
on vous fait remarquer entre parenthèses que si A est symétrique, bon, M plus transposé est forcément symétrique. Et si elle aussi, si de plus elle est définie positive, alors la suite récurrente xk plus 1 égale m moins 1 n fois xk plus d est convergente. Donc vous voyez que dans le cas d'un système linéaire AX égale B avec A, une matrice symétrique définie positive, et telle que donc M plus transposé N est définie positive, alors on a convergence de cette suite, de cette itération qui permet d'arriver à la solution du système. Bon, ici on vous explique brièvement l'idée de la démonstration de ce théorème. C'est que, étant donné la matrice A, on définit une norme vectorielle à partir de la matrice A. Donc là, notre norme du vecteur X indice A, on prend tout simplement transposé du vecteur X, c'est-à-dire au lieu d'avoir le vecteur colonne, vous le mettez en ligne, multiplié par la matrice A, multiplié par le vecteur X en colonne. D'accord. Et on prend la... Bon, ici, vous vous dites, ça, on a un produit de matrice, comment ça se fait qu'on prend la racine? Nous, on connaît la racine d'un nombre réel positif. Mais regardez ici, si vous regardez les tailles de toutes ces matrices, donc X, on a dit que c'est un vecteur colonne. Donc il a n lignes, une colonne. A, c'est une matrice carrée d'ordre n. Donc si vous faites le produit d'une matrice nn par une matrice n1, on obtient quoi? D'accord? Je vous rappelle, X est un vecteur unicolone, d'accord? Multiplié par une matrice carrée d'ordre n, donc on obtient encore AX, c'est encore un vecteur unicolone, c'est-à-dire c'est une matrice de taille n1, n ligne, une colonne, d'accord? Et ici, le vecteur transposé de X, X au départ c'est un vecteur colonne, donc c'est une matrice n1, donc n ligne, une colonne. Quand vous transposez, ça devient une matrice une ligne qui a n colonnes. Donc, vous multipliez le vecteur transposé de X, qui est une matrice de taille 1n, par ici AX, c'est une matrice de taille n1. Donc, le résultat, il a même nombre de lignes que cette première matrice de gauche, même nombre de colonnes que cette deuxième matrice à droite, qui est AX. Donc, vous multipliez 1n, une taille 1n par n1, vous obtenez une matrice 1,1, c'est-à-dire une matrice scalaire. Donc, ce transposé de x a fois x, c'est un scalaire. C'est un nombre réel et on prend sa racine. C'est ce qu'on pose égal à la nombre vectoriel de x défini par a. Et donc, à partir de cette norme vectorielle définie par la matrice A, la norme matricielle induite est alors nécessairement plus petite que A, de A. Donc, ça, vous pouvez faire le calcul pour vous en convaincre. Là, on vous donne juste les grandes lignes de la démonstration. Donc, ce qui fait qu'on a et le fait, en fait, c'est le fait que la matrice soit définie positive qui fait que ça, c'est un nombre positif, strictement positif, d'accord? Et quand vous calculez la norme matricielle induite, on va obtenir quelque chose de strictement plus petit que 1 à cause de toutes les, comment est définie la norme vectorielle, etc. Alors, donc, en conclusion, donc on récapitule le principe général des méthodes itératives. Donc, étant donné une matrice carrée A, donc pour résoudre le système d'équation AX égale B, il faut donc décomposer la matrice A sous forme M-N avec M, une matrice facile à inverser, donc de telle sorte que M soit inversible. L'une des deux conditions suivantes soit vérifiée. Donc, il faut qu'on soit dans les conditions équivalentes, l'une des conditions équivalentes du théorème pour avoir convergence. Sinon, la décomposition n'a aucun intérêt. Donc, première condition, on décompose sur la forme M-N avec M inversible. Et ensuite, soit la matrice M-1 fois N
a un rayon spectral strictement plus petit que 1. D'accord? Et on cherche, bon, si on a le choix entre ces matrices n et n, on cherche celle qui a le rayon. Si on a plusieurs choix pour C de rayon spectral strictement plus petit que 1, on prend le plus petit possible, parce que plus le rayon spectral est plus petit, plus la convergence va être rapide. Voilà. Alors, si cette condition n'est pas vérifiée, ça, on regarde d'abord ça, parce que ça, c'est plus simple à vérifier. C'est parce qu'on voit que la matrice est symétrique, ça se voit directement sur la matrice. Si A est symétrique définie positive, et que M plus transposé de N est aussi définie positive, là aussi, c'est une condition suffisante de convergence de la suite vers la solution. Voilà. Alors voilà, donc de manière générale, quand vous avez à résoudre ce système, de manière itérative, on cherche à décomposer la matrice A sous forme M-N avec M inversible, telle que l'une des deux conditions est satisfaite. Donc avant de commencer à se lancer, bon, ici, si on voit que la matrice est symétrique, on se met à vérifier directement ces trucs-là avant d'aller. Parce qu'ici, pour calculer un spectral, vous devez chercher les valeurs propres de la matrice, hein, donc calculer le polynôme caractéristique, etc. D'accord? Mais si vous voyez que votre matrice est déjà symétrique, bon, définie positive, on va voir, je crois qu'il y a une condition aussi simple pour avoir définie positive. Je ne sais pas si on peut le voir sans calculer les. On reviendra sur les matrices, d'accord, définies positives. Je ne sais plus, je vous l'ai mis dans ce petit résumé du cours. Je ne sais plus. Bon, je sais que la définition, il faut que les valeurs propres soient toutes strictement positives. Déjà, quand vous avez une matrice symétrique, ces valeurs propres sont forcément réelles, des nombres réels, non pas complexes. Mais il faut en plus vérifier si elles sont toutes strictement positives pour avoir défini positive. Voilà. Donc, voilà, ça vous donne les conditions pour choisir M et N. Bon, maintenant, on va étudier des exemples de choix de ces matrices, de cette matrice M et N. Donc, on va voir trois plutôt méthodes itératives de résolution de systèmes linéaires. Bon, d'abord, la méthode de Jacobi. Donc, on regarde là un exemple. On prend une matrice ici, carré, d'ordre n, d'ordre 3. Donc, on cherche à résoudre le système. Donc, a fois x égale le vecteur b est égal à 0, 1, 2. Bon, ici, bien sûr, comme la taille du système est petite, c'est juste 3, c'est facile à résoudre par une méthode directe, hein, que ce soit l'élimination de Gauss ou ce que vous voulez, ou décomposition, c'est facile. Donc, en général, si on fait attention, on trouve la solution exacte sans faire d'erreur de calcul. Donc, ici, en fait, la solution, si on appelle x bar le vecteur solution, dont les composantes sont x1 bar, x2 bar, x3 bar, donc ici, en écrivant donc, le système, on obtient, en transformant ça, vous voyez, en faisant le produit, donc ça, par x1 bar, x2 bar, x3 bar, égale ceci, on aboutit à écrire le système sous cette forme-là, c'est-à-dire que x1 bar s'écrit comme ceci en fonction des autres inconnus, et ainsi de suite. Ça, c'est pour pouvoir écrire le truc sous la forme, pour pouvoir dire que x bar est solution d'une équation sous la forme x égale cx plus d. D'accord? Ici, on fait réapparaître le vecteur x multiplié par une certaine matrice. Alors, si on ne connaît pas donc les coordonnées de la solution exacte, mais qu'on a des valeurs approchées, que l'on va noter x1 tilde, x2 tilde, x3 tilde. Donc, il est possible d'itérer, donc de faire une méthode itérative et faire des approximations successives du résultat par les formules
suivante. Donc, ici, dans ce qu'on a vu là, d'accord, donc remplacer ceci par x2 tilde, x3 tilde, etc. Ce n'est pas les valeurs exactes, mais les valeurs approchées. Et faire une itération. Ça, on est en train de vous expliquer la méthode itérative sur un exemple simple. Donc, poser x1 égale x2 tilde moins x3 tilde, etc. Enfin, les équations tout à l'heure, mais en remplaçant à droite par les valeurs approchées. Donc voilà, et la méthode de Jacobi consiste tout simplement à itérer ceci et se rapprocher de plus en plus du résultat. Mais on va formaliser ça en général. Bon, je ne regarde pas ça, moi je ne connais pas l'informatique, j'y connais rien, mais peut-être que vous. Voilà, donc en fait, on va expliquer là de manière formelle la méthode de Jacobi. Donc, étant donné une matrice donc A carré d'ordre n, n'oubliez pas qu'on a notre problème, c'est toujours résolution par méthode itérative du système AX égale B. Donc, voici ma matrice A. Donc, soit D, la matrice des éléments diagonaux, c'est-à-dire c'est la matrice A, on prend la diagonale de la matrice A avec les triangles supérieurs et inférieurs nuls. Donc, c'est ce qu'on appelle D. On va appeler E la matrice. On prend le triangle inférieur de la matrice A, d'accord, et le reste, donc on annule la diagonale et le triangle supérieur. Ça, c'est la matrice E. Et la matrice F, c'est l'inverse. Donc, on garde le triangle supérieur de la matrice A et on annule diagonale et triangle inférieur. Ça, c'est la matrice F. Donc, ça sera les notations par la suite. D'accord? Donc, en fait, on a tout simplement décomposé la matrice A. Vous voyez bien qu'ici, que si vous faites D plus E plus F, vous obtenez la matrice A. D'accord? Donc, on a décomposé la matrice A, on la somme d'une matrice triangulaire inférieure avec diagonale nulle, plus une matrice diagonale, plus une matrice triangulaire supérieure avec diagonale nulle. Alors, l'algorithme de Jacobi consiste à écrire la matrice A sous la forme m-n et calculer. Donc, c'est toujours la même formule d'itération, enfin, c'est toujours la même suite, si vous voulez, récurrente qui définit l'itération. Donc, xk plus 1 égale m-1n fois xk plus m-1 fois le vecteur b, second membre, avec m. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour m? Ça va être tout simplement la matrice D. Et n, ben, ça va être moins e moins f. D'accord? Puisque A, vous avez vu, on a décomposé, c'est D plus E plus F. Donc, si on prend, nous, on veut écrire A égale M moins N, puisqu'on a pris que M, c'est D. Donc, la matrice N, ça va être moins E moins F. Comme ça, quand vous faites M moins N, ça veut dire D plus E plus F, c'est exactement la matrice A. Donc, c'est ça le principe de l'algorithme de Jacobi, c'est décomposer la matrice A sous cette forme-là. D moins n avec n, c'est moins e moins f. Donc, ce qui fait que notre matrice, donc la matrice m-1n qu'on a notée C de manière générale, on va la noter, on va l'appeler J, puisque pour référence à la méthode de Jacobi, et ça va être m-1, c'est tout simplement d-1, puisque m égale d, fois n, n c'est moins e moins f. D'accord? Donc, ce qu'on appelle matrice de Jacobi, c'est la matrice C de l'itération, c'est-à-dire m-1 moins n. Mais puisque dans cette méthode de Jacobi, on a pris m égale d et n égale moins e moins f, donc notre matrice J, qu'on appelle matrice d'itération, c'est tout simplement l'inverse de d fois moins e moins f. Donc vous voyez que ça va être facile à calculer, puisqu'il n'y a pas plus simple que d'inverser une matrice diagonale. Alors, dans ce qui précède, donc une condition nécessaire et suffisante est que D soit
inversible. Non. Donc, pour qu'une matrice diagonale soit inversible, il suffit, enfin, nécessairement, les éléments diagonaux doivent être non nuls. Et à ce moment-là, son inverse, c'est encore une matrice diagonale. Et sa diagonale, c'est les inverses des éléments diagonaux, tout simplement. Donc, une condition nécessaire et suffisante est que les éléments diagonaux de D, donc ceux qui sont les éléments diagonaux de A, doivent être non nuls. Et le rayon spectral de J soit strictement plus petit que 1, c'est-à-dire la valeur propre du plus grand module. C'est plutôt le plus grand module de des valeurs propres est inférieur à 1. Donc, pour la méthode de une condition nécessaire et suffisante de convergence de la méthode de Jacobi, c'est que D soit inversible. Et rappelez-vous, ça revient à dire que les éléments diagonaux de A doivent être non nuls. Et le rayon spectral de J doit être inférieur à 1. Alors, des petites remarques. Donc, quand on a un système linéaire donné, c'est-à-dire AX égale B, vous savez très bien que l'ordre pour trouver sa solution, l'ordre des inconnus, est celui des colonnes de la matrice. D'accord? Quand vous multipliez votre matrice par votre vecteur colonne x1, x2, xn, vous voyez que la multiplication se fait ligne par le vecteur x1, x2, xn. D'accord? Donc, on multiplie le premier élément de la ligne par la première variable, par la première coordonnée. Ensuite, le deuxième élément de la ligne, c'est-à-dire vous sautez à la deuxième colonne de A, ça se multiplie par la deuxième inconnue x2 et ainsi de suite. Donc l'ordre dans un système, l'ordre des inconnus, c'est celui de l'ordre des colonnes de la matrice. Et l'ordre des équations, c'est celui des lignes de la matrice. Alors, ici, ce qu'on appelle cette condition nécessaire, suffisante et difficile à vérifier, c'est-à-dire la condition que les éléments diagonaux, ici, c'est que les éléments diagonaux de A doivent être non nuls et surtout le rayon spectral inférieur à 1 de J. Mais c'est facile à vérifier pour... on a des conditions suffisantes pour avoir cette condition nécessaire et suffisante. En fait, pour les matrices qu'on appelle à diagonale strictement dominante. À diagonale strictement dominante, ça veut dire qu'on regarde pour chaque ligne de la matrice, on regarde dans chaque ligne de la matrice, on regarde l'élément qui se trouve dans la diagonale, eh bien, ça doit être supérieur strictement à la somme des modules des autres éléments de la ligne. Donc ça, c'est facile à vérifier. Et les matrices symétriques aussi, c'est facile à vérifier, c'est même visible à l'œil nu. Alors, ce qui fait que dans le cas de la méthode de Jacobi, si on a une matrice à diagonale strictement dominante, c'est une condition suffisante pour la convergence de cette méthode, quel que soit le vecteur initial pris au départ. En démonstration, si vous voulez, on va démontrer ceci. Donc, c'est bien, finalement, on a une condition. Si on arrive à montrer que la matrice est à diagonale strictement dominante, alors on est sûr que la méthode de Jacobi converge. Donc, ça veut dire que pour tout i, module de l'élément AII, donc de l'élément qui se trouve sur la diagonale de la IM ligne, diagonale de la matrice sur la IM ligne, il est supérieur à la somme des modules des autres éléments de la ligne. Donc, ce sont les AIJ pour J différent de I. Alors, puisque... qu'est-ce qu'on a dit? Attendez. Alors, pourquoi c'est strictement dominante?
Ah oui, puisque, regardez là, ici, tous ces modules AIJ sont supérieurs ou égaux à 0. Donc, leur somme est supérieure ou égale à 0 ici. Donc, ici, on a module de AII strictement supérieur à un nombre positif. Donc, il est différent de 0. Il est strictement supérieur à 0. D'accord? Donc, ça nous dit que les éléments diagonaux de A sont tous non nuls. Et donc, ça veut dire que notre matrice D est inversible. Alors, pour démontrer la convergence, on va prouver par exemple que la norme infinie de C est strictement plus petite que 1. Et dans l'exemple, dans le cas de la méthode de Jacobi, la matrice C, c'est toujours, rappelez-vous, C, c'est M-1 fois N. Mais dans le cas de Jacobi, M, c'est la matrice des éléments diagonaux de A. Donc ici M-1, c'est D-1, et N, c'est moins E, moins F. Euh, Alors ici, pourquoi c'est I égale 1? Voilà. Attendez, pourquoi c'est I? Je suis en train de voir là pourquoi c'est I égale 0. Ah oui, ici, vous voyez pourquoi c'est II égale 0. Parce qu'ici, la matrice moins E moins F, sa diagonale est nulle. Voilà, sa diagonale est nulle. Et vous multipliez donc une matrice diagonale, donc il y a des zéros partout, sauf sur la diagonale, par une matrice dont la diagonale est nulle. Donc, tous les éléments qui se trouvent dans le produit, dans le résultat du produit, tous les éléments diagonaux vont être nuls. CIJ, donc ici, vous regardez un simple calcul, vous prenez ça, bon, vous le faites, hein, parce que je n'ai pas envie de faire vous le vérifiez là pour vous convaincre que dans ce cas-là, ici, on a les CII sont nuls, d'accord? Et les CIJ, c'est tout simplement moins AIJ divisé par le AII. Donc, ce qui fait que lorsqu'on calcule la norme, ce qu'on a appelé la norme matricielle infinie, qui est, rappelez-vous, on prend les sommes des modules des éléments de chaque ligne et on prend le max. Donc, c'est max sur I, somme pour J variant de A à N des CIJ. Donc, on remplace, ça donne ceci. Pourquoi on a écrit deux fois? Bref. Mais ici, donc, le CIJ, c'est ça. Et là, vous voyez bien, puisque A est à diagonale strictement dominante, vous voyez bien que ici, ça, on peut, si vous voulez sortir, ça dépend pas de la... On fait la sommation ici sur J, d'accord? Donc, 1 sur module de A et I, on peut le sortir là, d'accord? Et vous voyez bien, et on sait que ce module de A et I est strictement supérieur à la somme de ce qui reste à l'intérieur, d'accord? Donc, le rapport est strictement plus petit que A. Donc, puisque A est à diagonale strictement dominante. Voilà. Donc ici, on va voir encore une autre condition, un autre cas, avec une condition suffisante pour que la méthode de Jacobi converge. C'est lorsqu'on a, si A est une matrice symétrique définie positive, ainsi que la matrice 2 fois D moins A. Alors la méthode de Jacobi converge. Donc rappelez-vous, dans la méthode de Jacobi, n est égal à D et n c'est moins E moins F. Bon, ici, n, c'est tout simplement d moins a. Donc, si on fait, quand vous faites m plus n, vous obtenez 2d moins a. Mais ici, en fait, vous voyez que ici, on écrit transpose de n, mais en fait, transposer de n, c'est n. Parce que n, c'est tout simplement si vous voulez, vous prenez la matrice A, vous lui enlevez, vous mettez des zéros sur la diagonale, et c'est pas une bêtise, et vous mettez des signes moins dans les triangles supérieurs et inférieurs.
puisque A est symétrique, donc vous voyez bien que N aussi est symétrique. Vous allez obtenir transposé de N égale N. D'accord. Alors, donc voici, donc vous retenez pour la méthode de Jacobi, c'est prendre M égale D, N égale moins E moins F, et on a donc la condition suffisante de convergence. Si A est symétrique et 2D moins asymétrique définie positive, alors la méthode de Jacobi converge. Et on a aussi, si A est amatrice, si elle n'est pas symétrique, dans ce cas, on regarde si elle est amatrice à la diagonale strictement dominante, alors la méthode de Jacobi converge. Deuxième méthode, c'est la méthode de Gauss-Seidel. Bon, je ne regarde pas ce truc numérique, c'est pas mon truc informatique, voilà. Donc ici, appelez-vous, le principe de toutes les méthodes itératives est le même. C'est décomposer la matrice A sous forme M-N, telle que M est facile à inverser. Et bon, on va voir les conditions après. Et poser donc la suite d'itération, c'est xk plus 1, c'est toujours m-1 n fois xk plus m-1 b. Alors ici, il n'y a que le choix de la matrice n qui change. Donc dans le cas de la méthode de Gauss-Seidel, on prend m égale d plus e. C'est-à-dire, on prend tout le triangle inférieur, on prend m comme une matrice triangulaire inférieure. D'accord? Donc, on garde la diagonale de A, son triangle inférieur, et on fait des zéros au-dessus. Ça, c'est M. Et donc, N, ça va être moins F, dans la matrice F. Et d'accord? Donc, la matrice d'itération, qui est toujours, rappelez-vous, ce qu'on a appelé la matrice C, qui est M-1, c'est-à-dire l'inverse de M fois N. Ici, dans le cas de Gauss-Seidel, ce qu'on a pris comme M, c'est D plus E. Donc, on prend l'inverse de D plus E. Là aussi, bon, c'est une matrice triangulaire. Elle est toujours plus facile à inverser qu'une matrice carrée. D'accord? Fois moins F. Donc, on la note GS, c'est-à-dire c'est la matrice C qui correspond à Gauss-Seidel. Et là, on va voir quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes de convergence. Bon, on a vu déjà, de manière générale, pour que cette méthode converge, il faut que la matrice M soit inversible. Donc ici, c'est T plus E. Pour le cas de Gauss-Seidel, la matrice M, c'est T plus E. Il faut qu'elle soit inversible. Et bon, ça entraîne encore une fois que, puisque c'est une matrice triangulaire, son déterminant, c'est le produit des éléments de la diagonale, puisqu'elle doit être inversible, ça doit être différent de 0. Donc nécessairement, tous les éléments diagonaux de A doivent être non nuls. Et le rayon spectral, donc de la matrice C, qui dans ce cas, on l'a noté GS, est inférieur à 1, avec, rappelez-vous, ce qu'on appelle la matrice de Gauss-Seidel, l'itération ici en note GS, c'est moins, enfin c'est D plus E, l'inverse de D plus E, il y a la matrice M, fois moins F, mais bon, le moins, on le met devant. Alors, il y a deux conditions suffisantes. Alors, si A est une matrice à diagonale strictement dominante, là encore, la méthode de Gauss-Seidel est convergente, quel que soit le vecteur initial, x de départ, x0 de départ. Et si A est une matrice symétrique définie positive, alors la méthode de Gauss-Seidel est encore convergente, quel que soit le vecteur initial. Donc, on a les mêmes conditions suffisantes qu'on a trouvées pour la méthode de Jacobi, sont encore valables pour la méthode de Gauss-Seidel. Ce sont des conditions suffisantes de convergence de la méthode. Alors ici, les remarques qu'on peut, en conclusion, les remarques qu'on peut faire sur ces deux méthodes. Bon, ce sont des méthodes stables, d'accord.
Mais les conditions de convergence sont difficiles à mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours des matrices à diagonale dominante, strictement dominante. Donc c'est une condition suffisante, d'accord, mais elle est très restrictive, parce qu'en général, une matrice n'est pas à diagonale strictement dominante. Et là aussi, la condition du rayon spectral, euh, aussi, nécessite une. Donc, il y a du calcul. Il faut calculer les valeurs propres de la matrice, etc. Pareil, les conditions pour les matrices strictement symétriques définies positives. Bon, symétrique, c'est facile à voir. Définies positives, pareil, c'est restrictif. Bon, déjà, pour les vérifier, il y a du calcul, quoi. Alors, il y a là, bon, ici, dans ce PDF, on ne parle pas de la méthode de relaxation, mais il est traité dans le résumé, d'accord, et dans une vidéo. Donc, une méthode de relaxation, c'est un truc qui permet de. En fait, ça permet de jouer sur la vitesse de convergence de la méthode de Gauss-Seidel. En fait, ici, on prend la matrice M au lieu de prendre D plus E. Donc, Gauss-Seidel, on la multiplie par un facteur oméga ou W sur lequel on peut jouer pour augmenter la vitesse de convergence de la suite de la solution, c'est-à-dire la suite xk directement vers la solution. Exact. Donc, bon, je retourne là. Alors, est-ce que vous avez regardé bon, je n'ai pas envie de, parce que c'est fatigant, je veux juste savoir est-ce que vous avez des questions. Que la méthode de relaxation, vous la regardez, c'est facile, hein. Juste, on vous donne quelle est la matrice M qu'on utilise et la matrice N. Mais c'est toujours une méthode, enfin, c'est tout le principe des méthodes itératives, c'est de composer A égale M moins N. Et les méthodes diffèrent selon le choix de M. Donc, vous avez vu que pour la méthode de Jacobi, n, on prenait juste la matrice des éléments diagonaux, et donc n, forcément, c'est moins E moins F. Et pour Gauss-Seidel, on prenait pour matrice M, c'est D plus E, donc ce qui fait que ce qui reste comme matrice n, c'est moins F. Et, et voilà. Pour la méthode de relaxation, bon, ça va être une matrice M qui dépend d'un certain facteur, d'un certain paramètre oméga. Et vous allez voir, j'espère que vous avez vu, puisque ça, je vous l'ai envoyé déjà la semaine passée, et en fait, la méthode de Gauss-Seidel, c'est un cas particulier de la méthode de relaxation. Ça correspond au paramètre oméga égale 1, tout simplement. Mais bon, pour Gauss-Seidel, donc une fois que le paramètre est fixé, c'est tout. On a une certaine vitesse de convergence, alors que lorsqu'on laisse la méthode de relaxation, ça permet de jouer sur oméga, sur la vitesse de convergence. Donc, si vous l'avez déjà vu, c'est bien. Sinon, vous regardez sur le. Attendez, je vais voir s'il est sur mon. euh, Directement sur. Bon, est-ce que vous avez des questions le temps que je retrouve le. Pas que je retrouve, je sais où il est, mais c'est les manipulations qui ne sont pas mon fort. Allez, retournez déjà à. Je vais arrêter de présenter en attendant. Voilà. Je vais chercher mon. Alors, ressources.
montrer ça. Alors, voilà, je retourne. Je vais vous présenter encore. Je vais retourner sur. Voilà. Donc là, vous l'avez dans le. Je vous ai mis sur la plateforme une page sur laquelle il y a donc aussi, c'est un récapitulatif des méthodes itératives. Bon, il y a des choses où je vous ai dit, il y a des choses, ne regardez pas toutes les pages parce que les méthodes du gradient ne nous intéressent pas. Mais on a ici décrite la méthode de relaxation, mais vous l'avez aussi bien expliqué sur une vidéo, hein, je pense. Attendez, méthode de relaxation. Bon, ici, les méthodes diffèrent un petit peu. Là, le vecteur inconnu, il est noté U. Et, et là, sur vous, c'est visible. Hein. Ici, ce qui est écrit B, c'est là ce qu'on a noté la matrice C. D'accord? C'est M-1 fois N. Et là, ce qu'il note ici, le vecteur petit c, c'est ce qu'on a noté D dans l'autre PDF. C'est-à-dire, c'est M-1 pour le vecteur B. Bon. C'est facile à repérer. Donc là, ils reprennent relaxation. Donc vous voyez bien ici, c'est toujours ce que je vous ai dit. Donc c'est décomposé, la matrice A pour Jacobi, c'est D moins E moins F. Là, ici, c'est votre matrice M. Et alors ici, ce qu'ils appellent, voilà, la notation, vous ferez attention, hein, vous allez reconnaître. Ce qui est noté ici, la matrice E, en fait, c'est moins E. C'est nous ce qu'on a pris moins E dans le cours. Mais bon. De Jacobi, Gauss-Seidel. Alors, méthode de relaxation. Voilà. Donc voilà, c'est toujours ce qu'on a dit, la même hypothèse pour que les autres méthodes, c'est-à-dire D doit être inversible. On introduit, voilà, un paramètre réel oméga non nul. Donc si D est inversible, on divise par un scalaire non nul, moins E, donc ça c'est une matrice triangulaire, d'accord? Triangulaire inférieure avec en fait la diagonale, c'est tout simplement la diagonale de A divisée par le paramètre oméga qui est non nul. Donc elle est aussi, si D est inversible, D sur oméga moins E est aussi inversible. Et en fait, ce qu'on prend comme matrice, voilà, la matrice d'itération de la... Rappelez-vous que pour Gauss-Seidel, c'était la matrice M, c'est D plus E dans notre PDF là-bas, ce qui correspond à moins E ici, parce que ce qu'ils ont pris comme matrice E ici, ce n'est pas le triangle inférieur de la matrice, mais moins, on a multiplié par moins ça. Donc ici, ça donne, au lieu de D plus E, c'est D moins E. Et au lieu de prendre D, on a juste divisé par le paramètre oméga. D'accord?
Et du coup, même la matrice n, bon, vous voyez ici le calcul, la matrice n va changer, ce n'est plus juste moins f, ce qui correspond à f ici, mais plus 1 moins oméga sur oméga fois d. Et donc, le nouveau second membre, qui est noté ici petit c, mais ce qui correspond à l'autre PDF, c'est petit d, c'est le vecteur b, second membre initial, multiplié toujours par la matrice m-1, qui correspond ici à d sur oméga moins e. Donc, voilà, là, on écrit explicitement à chaque... comment obtenir chaque composante du vecteur UK, IK plus 1, ce qui correspond à XK plus 1, en fonction des termes précédents. Donc, ça donne ceci, c'est pour décrire l'algorithme. Voilà, donc cela revient à calculer la valeur fournie par l'algorithme de Gauss-Seidel, d'accord, qui est celui-là, mais et de faire une combinaison linéaire de cette valeur avec les termes précédents. Voilà, c'est ce qu'on appelle constituer l'étape de relaxation. D'accord, donc, donc relaxation, c'est en fait Gauss-Seidel où on a introduit un paramètre qui, donc vous voyez que ce qui change dans le choix de la matrice M, de la méthode de relaxation par rapport à Gauss-Seidel, donc Gauss-Seidel, on a la matrice M, c'est D moins E pour les notations ici, mais ce qui correspond dans l'autre PDF, c'est T plus E, c'est la même chose. Mais au lieu de prendre juste D, on divise par oméga. Donc vous voyez bien que si pour oméga égale 1, on obtient juste la méthode de Gauss-Seidel. Mais là, on arrive à jouer sur les... Donc, vous voyez, c'est toujours ce qu'on a vu, hein, les conditions suffisantes de convergence. Alors, il y a juste un truc pour les méthodes, ce que je vais vous montrer, ce qui n'est pas dans notre PDF, c'est concernant les matrices qu'on appelle les matrices tridiagonales. Alors, vous voyez là la matrice d'itération de la méthode de relaxation. C'est toujours, en général, c'est m-1 fois n. Mais dans le cadre justement de cette méthode de relaxation, bon, on la note L oméga, parce que ça dépend du paramètre oméga. M, c'est la matrice D divisée par le paramètre oméga moins E. Et N, donc c'est 1 moins oméga sur oméga fois D plus F. D'accord. Donc, à chaque fois, donc si vous faites oméga égale 1, on obtient Gauss-Seidel, parce que pour oméga égale 1, ce terme est nul, donc on obtient juste F, c'est-à-dire la matrice du triangle, le triangle supérieur de F, de A, pardon, avec un signe moins. Et ici, pour oméga égale 1, on obtient juste moins E, ce qui correspond au triangle inférieur de A. Alors ici, on a le résultat, c'est que le rayon spectral de cette matrice d'itération de la méthode de relaxation, l'oméga, est toujours supérieur ou égal en valeur absolue à oméga moins 1. Toujours le oméga est différent de 0, d'accord. Donc là, on démontre en fait. Bon, ici, on vous donne le lien entre le rayon spectral de la matrice d'itération de la méthode de Jacobi et la méthode de Gauss-Seidel. Donc ici, ce qu'on note L1, c'est tout simplement c'est la matrice d'itération de la méthode de relaxation pour oméga égale 1, c'est-à-dire de Gauss-Seidel. Alors son rayon spectral, c'est le carré du rayon spectral de la méthode de la méthode de Jacobi. Alors, et on a le théorème suivant. Si A est une matrice tridiagonale, alors tridiagonale, ça veut dire, je ne dis pas de bêtises, vous avez la diagonale de la matrice et vous avez la diagonale juste au-dessus de la matrice, de la diagonale principale, et la diagonale juste en dessous de la diagonale principale sont les mêmes.
Donc voilà, bon, ça c'est pas vraiment un résultat. Ça peut servir, mais c'est pas un résultat essentiel. C'est dans le cas, parce que c'est très restrictif aussi la condition matrice tridiagonale. C'est juste un certain type, une certaine catégorie de matrices qui vérifie ceci. Alors, on a ici quand même ce résultat qui relie les différentes convergences de différentes méthodes un peu, mais c'est toujours dans un cas restrictif, c'est-à-dire pour une matrice tridiagonale. Tridiagonale est telle que toutes les valeurs propres sont réelles. Donc, c'est vraiment très restrictif. Donc, lorsqu'on a une matrice tridiagonale, ici, ce qu'on note SP de J, c'est le spectre de la matrice J, c'est-à-dire les valeurs propres de la matrice d'itération de Jacobi. Et la matrice d'itération de Jacobi, rappelez-vous, c'est D-1 fois moins E moins F. Alors, on a que la méthode de Jacobi converge si et seulement si la méthode de relaxation converge pour tout oméga compris dans l'intervalle ouvert 0, 2. Et le choix optimal de oméga, c'est-à-dire la valeur du paramètre oméga qui donne la vitesse de convergence la plus rapide, c'est lorsque oméga 0 c'est égal à 2 sur 1 plus racine de 1 moins et en spectralogie au carré. Bon, on est obligé de regarder ça, c'est des... Parce que dans le cas général, on n'a pas des matrices aussi simples que ça, c'est-à-dire tridiagonales avec un spectre de J. Voilà, donc les gradients, on s'en fout, vous ne le regardez pas. Ok. Alors, y a-t-il des questions sur ces méthodes d'itération? Donc là, on a regardé le cours, là, l'essentiel, mais justement, pour plus d'éclaircissement, vous allez vous regarder toutes les ressources pédagogiques que je vous ai mis sur la plateforme, tout ce qui est lien vidéo, et là, ça vous explique clairement sur des exemples, etc. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions? Vous êtes là? Oui, madame, on est là. Est-ce que vous avez des questions sur la compréhension du cours, donc de ces méthodes? Oui, madame. Oui, j'écoute. Madame, Oui. est-ce que c'est possible de nous déposer quelques vidéos qui contiennent des exemples plus sur cette méthode itérative? Vous avez regardé les liens vidéo que j'ai envoyés? Oui, il n'y a que le dernier vidéo qui contient un exemple. Donc, si c'est possible, vous déposer plus des exemples pour qu'on puisse mieux comprendre. D'accord. Ok, je vous le déposerai en même temps que l'enregistrement de la séance. Donc, aujourd'hui ou demain, peut-être pas aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de boulot, mais demain. D'accord, merci. Voilà.
Donc, c'est bien quand même les vidéos comme complément au cours. C'est plus parlant, c'est plus visuel. Ça vous aide, j'imagine, pour la compréhension. Bon, évidemment, des fois, vous avez un accent canadien, des fois, vous avez un accent, je ne sais pas quoi, mais c'est bien. Oui ou non? Est-ce que ça vous aide ou sinon je ne perds pas mon temps, moi, à chercher? Parce que je sélectionne, hein, parce que je passe un temps fou à regarder quelles sont vraiment les vidéos intéressantes. Parce que, bon, vous pouvez en trouver plein sur Internet, mais bon, il y a des vidéos qui sont mal faites, qui ne sont pas bien. Donc, voilà, je sélectionne ce qu'il y a de bien. C'est parce que je ne suis pas très douée, moi, en ces systèmes de m'enregistrer. J'ai toujours eu horreur de me filmer ou de m'enregistrer, mais sinon, j'ai pas le matériel pour ça. Sinon, je vous aurais fait une vidéo, des vidéos avec des exemples traités bien comme il faut. Mais il y en a qui sont bien faites quand même. Il faut chercher. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ou d'autres requêtes? Sinon, je vais m'arrêter là et donc je vous enverrai l'enregistrement de l'audioconférence. Et à partir de demain, j'essaierai de poster d'autres vidéos avec des exemples et je vous enverrai la série de TD. D'accord, que vous préparerez pour la prochaine fois, Inch'Allah, qui sera après pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, le principe. Enfin, je vous contacterai, je vous dirai. Est-ce qu'on vous a donné des... D'abord, est-ce que c'est confirmé que les contrôles vont être en présentiel? Est-ce qu'on vous l'a confirmé ou pas? Madame, Oui. Madame, la plupart Non, des madame. profs nous disent que les Non. CD sont en présentiel. Attendez, qui c'est qui parle? Parce que j'entends une interférence. Oui. C'est moi, Bouchra. Oui. Et ils vous ont dit quoi? Que ça sera en présentiel. Oui, madame. Et donc, La plupart comment ils vont résoudre Absolument. le problème des étudiants qui n'habitent pas Tanger? C'est ça le problème, madame. Il y a des étudiants qui ne peuvent pas assister à... Et qu'est-ce qu'ils les vont contrôles faire pour ces présentiels. étudiants? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour ces étudiants? Il n'y a aucune idée. Ils sont en Madame, je ne train sais de pas, mais réfléchir. les profs, Comment? Ouais. Ils sont en train de discuter maintenant. Pas encore Ouais. confirmé. Et le problème, c'est que, oui, maintenant, avec vu l'état de la situation pandémique, ça poserait problème, voilà. Et ils ne peuvent pas ouvrir, quoi, la cité ni rien du tout. Et bon, mais de toute façon, il n'y a que deux possibilités. Si le présentiel n'est pas faisable là, ils vont tout laisser pour la fin de l'année, quoi. Et que ce soit en présentiel. Parce qu'on a déjà essayé à distance, c'est pas vraiment. Il y a en plus des problèmes techniques que rencontrent certains étudiants, des fois problèmes de connexion et tout ça. Et on a beau dire, il y a de la triche, hein. C'est pas une évaluation, on a beau. Il y a de la triche. Donc la seule solution, c'est le présentiel, mais bon, il faut résoudre le problème des gens qui peuvent pas être présents, quoi. Ok, bon, pour l'instant, ce n'est pas notre souci. Notre souci, donc, c'est bien assimiler votre cours et de terminer nos enseignements, et puis on verra l'évaluation, ce que ça va donner. Okay. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais m'arrêter là. Donc, je vous envoie, comme d'habitude, l'enregistrement de la vidéo, d'autres vidéos traitant des exemples, et je vous envoie le TD. Ok? D'accord, madame, merci. Pardon? Quelqu'un dit quelque chose? Bon, c'est bon. J'arrête l'enregistrement et je vous dis à plus tard.